Eux, ils savaient que j'étais noir, mais moi, je ne savais pas. Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens d'ailleurs. Un être humain, avant tout, est un récit. Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Rêvons. À quoi rêvons-nous ? Kobo by Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes. Et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, rencontre avec Mackenzie Orsel à l'occasion de la parution chez Rivage de son dernier roman, L'Empereur. Paris, 18e arrondissement. Butte Montmartre. Bonjour, je cherche Mackenzie Orsel. Cité des artistes. Allez-y, entrez. À 2 pas du Sacré-Cœur. Il y a quand même un côté toujours surprenant quand on sort du tumulte parisien, quand on grimpe la butte et qu'on se retrouve ici. On est à Norvins, Cité internationale des arts. Et tout un programme. Tu vas bien? Bienvenue. On y est, ça va? Ouais, j'avais juste envie de faire... Ouais. Toc, Ah ouais, toc, toc. Merci, j'ai entendu. T'as bien fait. C'est pas encore la police, Mackenzie Orsel. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Je peux te faire un café hein, si tu veux. Moi, je suis gentil. Hein. L'enfant terrible de la littérature haïtienne se présente d'emblée avec sa silhouette imposante, c'est-à-dire qu'il y a quand même presque une tête de plus que moi, en précisant je suis gentil. La douleur de l'étreinte. Je veux pas faire de petits livres juste pour exister comme ça, pour que les autres ils disent ouais voilà il a écrit un livre. Non, ça m'intéresse pas. Les latrines, j'essaye de mettre de l'ordre dans le chaos, quoi. Le chaos haïtien, le chaos du monde, le chaos de ma vie. L'ombre animale. Et toute ma démarche d'écrivain, c'est de faire construire contre l'oubli, contre la mort. Une boîte de nuit à Calcutta, Les Immortels, Maître Minuit. Et attention, il s'est passé ça dans ce pays, on ne peut pas l'oublier. Notre entrevue avec Mackenzie Orsel, le poète et romancier souvent présenté comme l'enfant terrible de la littérature haïtienne, s'est déroulée quelques jours avant l'assassinat du président de sa République meurtrie, Jovenel Moïse. Un acte inouï, insensé, que personne n'aurait pu prophétiser, même si lors de notre rencontre dans sa résidence d'écrivain perchée sur les hauteurs de la butte Montmartre, cela faisait quelque temps que les gangs avaient renforcé leur emprise sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince, faisant vivre l'enfer aux populations et mettant à nu les incapacités des forces de sécurité publiques. Le dernier roman de Mackenzie Orsel, L'Empereur, paru aux éditions Rivage, commence par l'évocation d'un meurtre commis par son héros qui attend que la police vienne le chercher. Étrange coïncidence. Nous sommes tous ici à cause des coups de feu. Nous ne pouvons pas vivre dans l'abri où nous étions, nous n'avons nulle part où vivre. Maintenant, nous sommes ici, dans la mairie. Ils nous ont donné de la nourriture, mais nous avons besoin d'un endroit où vivre. Et ce n'est pas simple. Plus de 96 gangs ont mis Haïti en coupe réglée. Si elle subit l'omniprésence du racket, l'île est aussi devenue une plaque tournante du trafic de drogue vers les États-Unis. 500 000 armes à feu illégales y circuleraient. En 2 jours, plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées dans des règlements de compte sans intervention de la police. On s'assied où là dans ce qui est aussi, on peut le dire comme ça, une sorte de repère. Il y a quand même ici dans la Cité des Artistes, à Morvin, puisqu'on l'appelle souvent simplement comme ça, à Montmartre, juste une récompense, non ? Être enfin à l'abri de tellement de choses. Non, je sais pas si je suis à l'abri de quelque chose. J'étais pas... Ça va bien, hein, ça va très bien. Et c'est vrai que ce cadre est magnifique. On entend le chant des oiseaux
Et tout le temps, on est dans un autre Paris, dans un autre temps. C'est autre chose. Et puis, c'est un haut lieu d'émulation intellectuelle. On fait pas mal de rencontres. Il se passe plein de choses ici. Et donc, du coup, ça donne envie. Ça donne envie d'aller à la rencontre. Ça donne envie de créer. Ça donne envie de continuer. Et puis, c'est une forme de reconnaissance aussi. C'est-à-dire, on t'accueille ici dans un cadre magnifique, avec des gens magnifiques. C'est vrai que c'est un cadre très privilégié. Et moi, ça m'apaise beaucoup. Ça m'apaise beaucoup. Ça me donne envie de continuer, quoi. Parce qu'il y a des choses dans le monde et on peut en profiter, quoi. Il y a d'autres choses à écrire aussi, puisqu'on disait qu'il y a tant de livres à lire, il y en a tant à écrire. Mackenzie, tout à l'heure, Mackenzie Orsel, je frappais sur l'entrée de la résidence d'artistes ici, à Norvins, aux Abbesses, à Montmartre. Et puis je faisais bien sonner le toc, toc, toc. C'était pour signifier que je rentrais aussi dans votre dernier ouvrage, L'Empereur, parce que c'est ainsi qu'il commence, c'est ainsi qu'il se termine, avec ce bruit de porte et cette attente, après cet acte insensé que votre héros sans nom a commis. Bon, je pense que c'est important d'ouvrir le roman sur ce petit toc-toc, parce que ça met tout de suite le lecteur d'emblée dans l'ambiance du livre, quoi. Il est dedans tout de suite. Et quand on ouvre la porte de ce roman, on tombe sur un esprit tourmenté, sur un homme sans nom, presque sans histoire, qui va faire la révolution. Et il ne sait pas si c'est une révolution, mais moi je le sais. Parce que dans ce monde, pour un sans nom comme lui, d'arriver à faire ça, à commettre cet acte, il faut être très courageux, quoi. Toc, toc, toc. Ce n'est pas la police, pas encore. Quelqu'un a dû se tromper de porte, mais je sais qu'elle va arriver d'un moment à l'autre. L'uniforme, la frustration armée, toute une procession. Rien que pour moi, un homme seul, non armé. Elle devrait être déjà là. Elle n'aura aucune difficulté à établir un lien entre ce qui s'est passé et moi. En plus de ses armes lourdes, elle sera aussi blindée jusqu'aux dents de ces fins de mois difficiles, ces conditions de travail infamantes, ces peurs, ces incertitudes face à l'avenir. Je n'aurai aucune chance. Cette meute hystérique défoncera la porte et ne voudra rien entendre. Ici, elle ne frappe jamais. Ce que j'ai fait, aussi cruel qu'on puisse le juger, il fallait que je le fasse. Je n'ai aucun regret. J'ai même gardé la preuve de ma culpabilité. Tentons, Mackenzie Orsel, puisque c'est l'empereur qui nous fait venir, d'abord de résumer, mais en partant justement de cette première page, après l'avant-propos, qui nous décrit justement ce moment de l'attente, cette attente qui va se distiller pendant tout le récit. Tentons de résumer, allez, le pitch de cet empereur si particulier. Ce roman qu'il vous fallait écrire et qui nous plonge aussi dans quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent abordé aussi profondément peut-être, qui est le vaudou. J'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire les gens qui vivent dans ce Lacour, dans cette communauté, disons, vaudou, spirituelle. Mais l'empereur, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les Hatti, les chefs spirituels et dans les Lacours. Mais lui, c'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est quelqu'un qui a commis un crime à Port-au-Prince et qui est allé se cacher dans les bois et qui est tombé comme ça sur ce lopin de terre avec ces gens-là. Et il a décidé qu'il était l'élu et qu'il avait été choisi par les dieux pour diriger, pour guider ces gens qui ont dit « Ok, c'est toi l'empereur, c'est toi notre sauveur ». Et donc, il est arrivé là et il va se comporter comme un dictateur, comme un gros méchant, quoi. Et donc, et puis, je voulais aussi
essayer de faire découvrir toute cette richesse à travers cette figure, quoi, qui est une figure, pour moi, la figure du mal, quoi. La figure du mal, comment on peut utiliser une religion, comment on peut utiliser une idée pour asservir les gens, pour les écraser, quoi. Et ça, c'est pas une spécificité haïtienne, hein. Ça existe dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé des gens qui utilisent soit la religion, soit la politique, soit l'argent. Et de toute façon, on finit toujours par utiliser quelque chose pour écraser l'autre. Vous n'allez pas y couper, Mackenzie Orsel. Comment le français, qui est donc cette langue que l'on enseigne, mais pas de la même façon aux petits Haïtiens, est à un moment donné devenue une langue dans laquelle on décide d'écrire. Quand je dis qu'on enseigne le français pas de la même façon, j'aimerais en savoir un tout petit peu plus sur la façon dont justement, dans les écoles publiques, les écoles du gouvernement, vous dites, et souvent vous êtes un peu cruel avec elles, j'aimerais savoir comment ça se passe en Haïti. Moi, j'ai grandi dans une ambiance créole. Ma mère, elle savait ni lire ni écrire. Donc, à la maison, on parlait pas français. Le français, aujourd'hui encore, c'est la langue d'une minorité. C'est la langue d'une élite, c'est la langue des intellectuels, c'est la langue des artistes, c'est la langue de la bien-pensance, quoi. Mais la majorité des Haïtiens parlent créole. C'est la langue du pays, c'est la langue dans laquelle tout le monde est bien, quoi. Celui qui parle français se fait facilement passer pour l'intelligent, le mec brillant et tout, et l'autre qui parle créole, il sait rien, on n'a pas envie on n'a pas envie de l'accompagner, on n'a pas envie de lui parler, il sait à rien. Même dans l'administration, il y a cette distance assez marquée entre ces deux langues. Quelqu'un qui arrive et qui s'adresse en français, tout de suite, on a envie de s'intéresser à lui, on s'intéresse à lui. Et donc, moi, le français, c'est une langue que j'ai kidnappée, quoi. J'ai kidnappé. Pour moi, c'était un vrai défi, quoi. D'arriver à créer dans cette langue, écrire des poèmes, des romans, de voyager dans cette langue, de la transformer, de la casser, de la reconstruire à ma manière, selon mes fantasmes, mes envies. Et puis, voilà, quoi. Et puis, ce qui rend ce français haïtien riche, c'est parce que c'est une langue qui va sourcer dans deux imaginaires, quoi. L'imaginaire créole, l'imaginaire vaudou, et puis l'héritage colonial, et le français de France, le français d'ailleurs, et puis en Haïti, on met pas une littérature sur un piédestal et l'autre, on l'abandonne, on lit tout, quoi. On lit tout ce qui passe. Et je pense que ça enrichit aussi. Ça vient nous enrichir, quoi. Et voilà. Et j'ai beaucoup travaillé. Pour arriver à saisir, enfin pas saisir, mais parce que c'est une langue très difficile. Et le français, les structures de cette langue sont parfois très, très bizarres, très belles. Il faut l'aimer beaucoup pour arriver à vivre avec elle, à l'habiter, vraiment. C'est une très belle langue, très difficile. Aujourd'hui, je fais intrusion à la Cité internationale des arts ici sur la butte Montmartre. Je vous y trouve. Après d'autres cheminements, j'aurais pu vous trouver dans d'autres pays. Vous êtes invité partout. L'enfant donc terrible de la littérature haïtienne, ce sont des compatriotes qui le disent, écrivent aussi que vous êtes beaucoup plus connu à l'étranger que finalement sur l'île. C'était peut-être vrai il y a 5-6 ans, ça l'est peut-être moins aujourd'hui. Ils doivent faire et composer avec vous, avec votre présence, même si c'est l'absence, puisque vous n'êtes pas là, il y a une sorte d'exil. Est-ce qu'il est justement facile pour, quand on écrit, d'écrire ailleurs que dans son pays d'origine? On écrit où on veut, on peut écrire
depuis n'importe où. Je pense que ce débat de l'écrivain du dedans, de l'écrivain du dehors, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Jacques-Stéphane Alexis a écrit ses 4 chefs-d'œuvre depuis Paris. René Depeste a écrit ses livres ailleurs. Aimé Césaire a écrit Cahiers de retour au pays natal ailleurs. Donc il y a depuis l'ailleurs, depuis quelque part, on écrit depuis quelque part, et ce quelque part là, c'est pas forcément le pays natal, c'est pas forcément l'enfance natale, ça peut être un autre ailleurs, quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est difficile d'écrire depuis la totalité monde. Donc forcément, on part d'un certain vécu, d'une certaine enfance, de quelque chose et qu'on connaît. Moi, je pense que Haïti, elle est très très présente dans mon travail et elle sera toujours présente dans ce travail parce que c'est quelque chose c'est un pays qui m'a tout donné, c'est un pays qui me parle encore, c'est un pays qui me raconte encore des choses. Donc mais de temps en temps, je peux partir pour mieux revenir. Et aujourd'hui, depuis quelques années, depuis plus de 10 ans, j'écris dans le train, dans l'avion. Et voilà, je voyage avec ce que je suis et je fais voyager et cette enfance qui a besoin de respirer, qui a besoin d'atteindre ce point culminant de l'enfance que j'appellerais l'accomplissement d'une œuvre, l'accomplissement de quelques grands moments d'une vie, quoi. Ce point de l'enfance, ce point qui est souvent convoqué chez les écrivains. Vous, il y a eu une peur, Mackenzie Orsel, de ne pas l'avoir vécu d'une certaine manière, cette enfance, de vous l'avoir vu confisquée. S'il fallait égrener une date, c'est celle de 1983, celle de votre naissance, à Martissant. Et sur cette date, peut-être nous dire et nous expliquer le contexte qu'on vous voit apparaître, être au monde. En 1983, c'est une date importante parce que je suis venu au monde, donc j'ai vu la lumière du jour d'une mère assez courageuse qui a toujours été là jusqu'à son départ. Enfin, elle n'est pas partie, elle sera toujours là. Et je pense que c'est une date importante parce que, c'est les années 80. Les années 80 en Haïti, sont des années très importantes dans l'histoire de ce pays parce que 3 ans après ma naissance, le dictateur Bébé Doc quitte le pays le 7 février 1990 et après on va connaître plein d'autres présidents provisoires, ce que j'appellerais des transitions, de fausses transitions démocratiques. Je pense que c'était très important pour ce pays, après 3 décennies de dictature, de pouvoir enfin se laisser aller vers autre chose et d'essayer de construire cet après. Bon, je sais pas si on l'a construit, mais je pense que c'était très important. Et c'est fou parce que il y a quelques 4 ou 5 ans, je me suis rendu compte que j'avais gardé quelque part en moi plein de choses, des événements, des sons, des bruits, l'arrivée d'Aristide au pouvoir, les coups d'État. Et avec ma mère, on était dans une petite maison, on habitait dans une petite maison à Martissant. Je me souviens de ces nuits-là, de ces nuits sanglantes, de ces nuits difficiles. Nuit longue et agitée à la veille du 16 décembre, premier anniversaire de l'élection d'Aristide. Port-au-Prince appartient aux militaires et aux macoutes. Ils tirent toute la nuit pour effrayer. C'est le moment des mauvais coups, tabassages et disparitions. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait peut-être
raconter tout ça, raconter ce pays, cette société, cette histoire à travers la vie d'un homme, d'un simple homme qui s'appelle Poto. C'est comme ça que j'ai écrit Maître Minuit parce que... Maître Minuit et Poto. Alors, on oublie l'empereur qui nous a fait venir et sonner à votre porte, ou en tout cas taper à votre porte. Et on évoque ce Poto parce qu'il a traversé, lui, effectivement, les 60 dernières années, on va dire comme ça, d'Haïti. Peut-être qu'il est né au début des années 50, avant, en tout cas, l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, en 57. Et il va nous permettre de comprendre à travers un personnage qui est quand même un peu qui est compliqué à évoquer, qui est quelqu'un qui va se construire grâce au dessin, qui va tout nous donner à comprendre de ce qu'est cette succession d'actes odieux dans une dictature, l'intimité d'une dictature grâce à Poto. En fait, là, en essayant de résumer, je me rends compte que c'est difficile, mais vous vous rendez compte aussi que ces ouvrages que vous nous donnez sont souvent presque impossibles à résumer en tant que tels. Ah, c'est pas possible. C'est très difficile de résumer, de résumer un pays. On fait souvent ça. On essaie de résumer un pays, de réduire un pays à quelque chose, à une chose. Mais c'est pas possible. On peut pas résumer un pays, on peut pas résumer une vie, on peut pas résumer une œuvre parce que ça passe par plein d'autres œuvres, ça passe par plein d'autres réalités, ça passe par plein d'autres chemins. Et non, on peut pas résumer la vie de Poto. C'est un enfant qui est né dans 1950 en Haïti et qui va traverser 70 ans d'histoire. C'est quelqu'un qui a toujours marché, qui marche, qui apprend à vivre en marchant, qui apprend à... C'est l'errance. Voilà, c'est l'errance tout le temps. Et comment résumer l'errance? Même lui, il sait pas. Donc il dessine. Il dessine pour deux raisons. Il dessine pour donner à voir cette société, donner à voir ces quartiers, cette dictature, ces bruits, toute cette solitude. Et il dessine aussi pour ne pas oublier. Ouais. Parce que de temps en temps, il lui arrive des choses extraordinaires. Et il dessine pour les garder quelque part avec lui, pour ne pas les oublier. Ça, c'est très important. Et toute ma démarche d'écrivain, c'est... on pourrait peut-être la résumer à cette idée de faire construire contre l'oubli, contre la mort. Voilà. Et en janvier 2011, quand Baby Doc est retourné en Haïti, des gens ont été l'accueillir avec des fleurs et des sourires. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dois raconter cette histoire. Je dois leur dire que attention, il s'est passé ça dans ce pays. On peut pas l'oublier. C'est peut-être ce que permet la littérature, oui, justement, oui. De ne pas oublier l'histoire avec ses petites histoires, pénétrer la grande. Haïti, sous votre plume, est un véritable capharnaüm de mémoire, mais on arrive à être aussi, comment dirais-je, happé par l'enchevêtrement des strates du mal. Comme s'il y avait, mais c'est un mot horrible, une malédiction. Oh non, je pense pas. Le mot malédiction, c'est un mot très lourd, quoi. Très lourd. Je pense pas, on peut pas. Dans le contexte d'un pays, d'une société, d'une histoire, on peut pas parler de malédiction parce que justement, il y a une histoire, il s'est passé des choses, des événements qui sont pour moi des éléments d'explication du présent. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une société compliquée, on a un pays en chute libre, mais il faut toujours se tourner vers l'histoire si on veut tenter et de savoir ce qui nous arrive dans le présent. Mais pas... Le mot malédiction, c'est quand même trop dire. Pourquoi l'ai-je prononcé? Parce que bon, Haïti, c'est quand même un pays qui est géographiquement et qui est situé dans un endroit qui est géographiquement compliqué. On se tape des ouragans tous les ans, des tempêtes, des failles, tremblements de terre et tout. Mais je pense que il y a une histoire aussi. Il y a une histoire, il y a un parcours historique Il y a 1804. 1804.
qui est une date très importante. C'est-à-dire, quand aujourd'hui on voit qu'il y a des gens qui crient dans les rues du monde « Black Lives Matter », et en Haïti, on a dit non en 1804, on a placé l'humain au centre de son humanité, on a dit non à l'esclavage. Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Il était surnommé le George Washington noir. Il a recruté entre 3000 et 4000 hommes qu'il a entraînés. Et ensemble, ils ont combattu les armées françaises, anglaises et espagnoles pendant 12 ans. La révolution haïtienne, c'est le seul endroit au monde où des esclaves aient réussi à créer une nation. Mais personne ne veut en parler. On a eu le Joseph Janvier, Anténor Firmin, on a le 19e siècle haïtien, c'est une mine d'or, un pays qui s'est toujours raconté, qui s'est toujours adressé au monde, quoi. Donc non, on peut pas parler de malédiction. Et puis il faut aussi qu'on questionne ça. 1804 est très important pour ça parce que on est au tout début du 19e siècle. L'esclavage frappait fort encore dans certains endroits du monde. La colonisation avait pignon sur rue. Et nous, on a dit non. Il a fallu la payer. On a dit non, cette et dette. On nous a fait payer jusqu'à récemment. Comment peut-on construire un pays et quand on travaille pour enrichir l'autre? Quand on ne peut pas investir ce qu'on gagne dans l'éducation, dans la construction de l'être haïtien. C'est-à-dire on n'a pas réussi à créer des infrastructures et qui... pour permettre qu'on arrive à construire l'être haïtien, que l'être haïtien comprenne et qu'il est chez lui, qu'il doit participer à cette construction et qu'il y a des moyens à sa disposition pour le faire. Je ne veux pas vous transformer en historien, surtout en venant ici chez vous, ici dans cette résidence à Paris, où vous êtes en ce moment à la Cité internationale des artistes à Montmartre. Avec ce roman, L'Empereur, on pourrait croire que vous faites œuvre d'historien. Après tout, l'Empereur, on pourrait convoquer la figure de Dessalines, de pourquoi pas du roi Christophe. Non, il ne s'agit pas de ça. Avec l'Empereur, on est ailleurs. On va y arriver dans ce Lacou, ce village qui abrite notre imposteur, allez, appelons-le comme ça, cet empereur-là, qui règne sur son troupeau de moutons. Mais plutôt, rappelez à nos auditeurs le poids de cette dette. Cette dette, comment elle a pesé sur l'histoire d'Haïti? Il suffit de voir ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Il suffit de regarder l'actualité, il suffit d'aller là-bas, il suffit d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, dans ce chaos. C'est-à-dire, parce qu'on a payé, on n'a pas pu se construire, je l'ai dit. Parce qu'on a payé, on n'a pas pu se construire, on n'a pas pu construire le pays. Il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à faire, quoi. 1804, la colonie devient indépendante. Saint-Domingue devient Haïti, et les anciens propriétaires d'esclaves ne l'entendent pas de cette oreille. Donc ils arrivent à mobiliser le roi de France, Charles X, en 1825, qui envoie une flotte militaire et qui dit au président Boyer, à l'époque le président d'Haïti, soit vous payez des réparations à nos pauvres planteurs qui ont perdu leurs biens, soit nous allons vous envahir à nouveau et vous redeviendrez nos esclaves comme avant. Et donc le couteau sous la gorge, le président Boyer accepte l'inacceptable pour ne pas prendre le risque de retomber sous le joug de l'esclavage. Il accepte ce qu'on appelle une rançon, et pas une dette. Au fond, c'est la France qui a une dette à l'égard d'Haïti, mais c'est une rançon imposée à Haïti, l'équivalent de 21 milliards de dollars d'aujourd'hui. On a payé parce qu'on a été insolent, parce qu'on a dit non. On a dit non aux puissances de ce monde. On a dit non à la colonisation, non à l'esclavage, non à l'effacement du corps noir. Et on nous a fait payer. C'est assez simple. Et aujourd'hui encore, et Haïti paye encore. Pas seulement Haïti, l'Afrique, on paye. C'est comme ça, quoi. Enfin, c'est très étrange, mais... Qu'est-ce qui se passe en Haïti? On parle d'une île de 27 750 km². C'est-à-dire, c'est une paume à Haïti. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays pour qu'on
s'intéresse tant à lui, quoi, pour qu'on lâche pas. Et moi, c'est ça mon rêve, quoi, qu'on laisse les Haïtiens faire, qu'ils échouent, qu'ils apprennent de leur échec et pouvoir continuer, quoi. Mais c'est tout le temps l'autre qui décide. On nous dit d'aller voter, c'est l'autre qui choisit notre président. On nous dit de faire comme ça, mais c'est l'autre qui décide. Il y a un sauveur. Il y a un sauveur qui est tout le temps là et pour nous dire comment faire, comment parler, comment se comporter. C'est très embêtant. C'est très contraignant. Très contraignant. C'est comme si et tu rentrais chez toi et que tu me retrouvais dans ton canapé et tu savais pas... J'étais pas invité, mais je suis là et je te dis d'aller prendre une douche maintenant. Voilà ce qu'on va manger. Voilà, je décide de tout. Je décide de tout. À ta place, je suis chez toi. C'est moi qui décide chez toi. C'est un peu ça, quoi. Souvent, vous dites, ou parfois, Mackenzie Orsel, que Haïti, quand vous l'observez comme ça de loin, vous fait honte. C'est-à-dire que il y a un sentiment non dissimulé que ce qui se passe est abominable et qu'elle ne mérite pas ça. Il y a à l'intérieur du fruit un ver et qu'on n'a jamais réussi, même Aristide, à le retirer. C'est quoi ? Moi, je pense qu'il y a dans l'homme quelque chose dans son génome qui le pousse à sa propre destruction. Je veux dire, il y a une sorte de virus comme ça qui lui dit prends tout, écrase l'autre et tout. Mais quand on essaye de construire un pays avec des éléments complètement différents les uns des autres, c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes visions, c'est très compliqué, quoi. On n'arrive pas à créer une sorte de cohésion sociale, le dialogue, le bien commun, quoi. Qu'on puisse se dire ce pays nous appartient, faisons des choses ensemble, même si nos visions divergent par moments, c'est pas grave, c'est enrichissant aussi et quand on n'est pas d'accord sur tout. Mais on peut quand même se parler, on peut quand même essayer de comprendre ce qui nous arrive. Mais j'ai essayé de sonder ces choses-là dans Maître Minuit. Comment les Haïtiens se parlent. Les Haïtiens qui vivent en montagne et d'autres qui vivent en bas, quoi, comme on dit là-bas. Et j'essaie dans Maître Minuit de provoquer ce choc, cette rencontre et voir comment ils réagissent. Ceux du dedans, ceux du dehors, comme dirait Gérard Barthélemy, qui étudiait le monde rural haïtien. Pour illustrer ce que vous nous dites, Mackenzie Orsel, isolez un passage de La douleur de l'étreinte, publié là-bas en 2007. Ouais, La douleur de l'étreinte, ouais, mon premier recueil. Avant que le temps hachure nos hanches, tue-moi. Tue-moi avec tes seins, tes sens et tes baisers tranchants comme l'air, comme tes doigts. J'ai besoin de mourir avec ta voix dans ma tête, ton corps d'aube et tes yeux pour étonner Dieu. Tue-moi pour que renaisse de la douleur de l'étreinte mon appartenance à la chute. Pas de cette mort faite que transportent les vieux copains, ni de celle qu'on allait au berceau comme des poupées avant-gardistes. Cette mort putain, généreuse, présente à tous les recoins du jour et de la nuit. Mais tue-moi d'une mort qui a peur de la rue, du spectacle et du vent qui souffle dans le poème. Tue-moi à tue-tête, avec la fougue d'un évadé de prison, comme une bougie qui ne laisse pas sa lueur pleurer. Tes mains sont faites pour me tuer. Ne les laisse pas crever tes yeux à la croisée du silence. Tue-moi. Bientôt, il ne restera de la cible que l'homme dans son humanité perdue et ses transes nues de nuit sur terrasse. La terre phrasera nos cendres, nos poignets de vieux printemps, tel le froid qui consume nos draps d'après la pluie. La douleur de l'étreinte. Et c'est cette poésie qui clôture ce premier recueil publié en 2007. Mais alors, cette fulgurance qui puise dans ce génie littéraire haïtien, cette poésie, quand est-ce qu'elle est apparue dans votre premier poème ? Je sais pas, je me rappelle plus, mais tout ce que je sais, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose de toute cette colère, de toutes ces images, de cette histoire, la grande histoire, de ces petites histoires. Il fallait faire quelque chose de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ce réel. Et il fallait pas que j'aurais pu me faire écraser par le réel. Ouais. Pour moi, la poésie, c'était et ça l'est encore un acte de rébellion, de résistance, une manière
d'être debout face au réel, d'en faire quelque chose, d'essayer de trouver des réponses à mes questions, d'inviter les autres à partager ces questionnements avec moi et d'essayer de trouver des réponses. Mais je sais qu'il y a pas de réponse. Donc je continue, je reprends ma petite phrase, la petite note obsédante. Ouais. Mais pour ça, il a fallu être au contact avec ceux qui, avant vous, ont écrit, ont évoqué. Ah oui, bien sûr. Et qui étaient-ils ? Moi, je me revois en train de lire à la lueur d'une bougie. J'allais acheter ma petite bougie à 4h et à 18h, on n'avait plus d'électricité. Et là, voilà, je commençais à lire à la lueur d'une bougie. J'ai traversé pas mal de littérature, la littérature haïtienne, des pionniers à James Noël, à Jean Amérique, à Yannick Laes. J'ai traversé cette littérature avec beaucoup de force. Et les Jacques Roumain, Franck Etienne, Jacques-Séphine Alexis, Émile Oumer, Marie Chauvet-Dieu, Ida Faubert. J'ai lu Jean-Claude Charles. Voilà, quoi. Et puis la littérature sud-américaine, les grands, quoi. Le réalisme merveilleux a été pour moi une découverte extraordinaire, quoi. Cette manière de dire le réel, de le restituer, de le rendre au lecteur, ce merveilleux des peuples, à travers Aléo Carpentier, Garcia Marquez et les autres Sud-Américains que j'adore, Georges Amado, Fuentes, et le mec de 2666, Bolaño. Donc du coup, j'ai traversé la littérature américaine, les Faulkner, les tout, quoi. J'ai traversé cette littérature, la littérature française à travers les Rimbaud, les Baudelaire, et même Artaud, et puis la chanson poétique française. Léo Ferré, c'est quelqu'un qui m'accompagne encore. J'aime beaucoup, j'écoute Ferré tous les matins. C'est très important pour moi. Et voilà, quoi. Je pense que toutes ces voix-là continuent de m'accompagner, me chuchotent des choses, me poussent encore à me dépasser, à aller ailleurs dans la langue, à ne pas céder à la facilité, à la boutique, quoi, à aller toujours plus loin. Et parce que pour moi, la littérature, c'est vraiment une question de vie ou de mort, quoi. Je mets ma peau sur la table, je travaille, quoi. Je travaille tous les jours, c'est très important pour moi. Je veux pas faire de petits livres juste pour exister comme ça, pour que les autres ils disent ouais, voilà, il a écrit un livre. Non, ça m'intéresse pas. J'ai envie de créer quelque chose, quoi, de renverser l'ordre des choses. Voilà. Donc du coup, tous les jours, je travaille. J'ai tout abandonné pour faire ça parce que je ne crois pas qu'on puisse faire 2 choses, 3 choses en même temps. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé, votre très chère mère, cette femme baobab, comme vous dites, quand elle vous a vu embaucher avec un premier salaire dans un ministère, je me rappelle plus lequel. Le ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous faisiez au ministère des Affaires étrangères? Vous sortiez de votre diplôme d'abord. J'étais aux archives du ministère. C'était passionnant comme boulot parce que j'avais accès à plein de documents. C'était passionnant, mais je devais me présenter au bureau à 8h et quitter à 18h. Je pouvais pas lire, je pouvais pas écrire, et je suis parti, quoi. Ma mère, au début, elle était très inquiète. Elle était très inquiète parce que j'avais un salaire. C'était très rassurant pour nous, quoi. Et quand je lui ai dit que c'était plus possible pour moi, elle comprenait pas. Et après, quand elle a vu que ça commençait à marcher et que je passais sur RFI, parfois elle m'appelait pour me dire « Mon fils, je viens de me réveiller avec ta voix dans ma tête et je suis fier de toi. » Et voilà, quoi. Non, mais elle était très, très, très fière. Des journalistes sont venus en Haïti juste pour pouvoir discuter avec ma mère, pour la rencontrer. Ouais. Pour la rencontrer. Elle était devenue très célèbre. Elle était très fière, ouais. Et L'ombre animale, c'est sa voix, quoi. Alors, L'ombre animale, c'est le... je crois que c'est le 3e roman. Toute la première partie de L'ombre animale, c'est vraiment sa voix. J'écris avec sa voix dans ma tête.
Parce que c'est quelqu'un qui... à ma mère, quand elle racontait des histoires, elle faisait du Balzac, quoi. Mais L'ombre animale, il va gagner ce prix Littérature Monde à Saint-Malo. C'est bien étonnant. Bon, on a gagné pas mal de trucs avec L'ombre animale. On a gagné. On a gagné. Ma mère, mon éditrice et moi, parce que c'était un livre assez fou, quoi. Il fallait être très, 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 très courageux pour accepter de signer ce livre. Voilà. Mackenzie Orsel, votre mère, évidemment, cette femme baobab, comme vous dites, vous protégez. À coup de trick, il fallait pas dépasser les limites, il fallait s'y plier à l'autorité maternelle. Vous dites souvent c'est elle qui vous a sauvé. Vous seriez sinon peut-être en prison ou plus de ce monde. Beaucoup de vos amis sont plus là. Ouais, je pense. Elle était très, très sévère avec moi, très dure avec moi parce qu'elle avait peur tout simplement. Hein. Il y avait personne d'autre pour assurer ma sécurité. Le père n'était plus là. Non, il n'y avait pas le père, il n'y avait pas l'État, il n'y avait personne. Il y avait qu'elle. Elle a fait son boulot. Je pense qu'elle était venue au monde pour ça, quoi, pour me sauver. Alors L'ombre animale consiste à vous dédoubler. Il y a Mackenzie et puis il y a Orsel qui compose deux personnages différents. Oui, parce que c'est un livre qui est construit sur un socle assez à deux versants, quoi. Deux versants, un versant visible, un versant invisible. C'est une longue phrase pleine de dichotomies, pleine de contraires, pleine de contradictions, de métamorphoses. C'est un dialogue entre la vie et la mort, l'animal de la vie, l'ombre de la mort, entre le visible et l'invisible. Et puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas, je vais participer à l'expérience. Et je me suis coupé en deux. Mackenzie, qui est un être assez horrible, terrible, et Orsel, qui est la lumière même, quoi. Voilà. Et mon prochain roman, justement, est dans la continuité de L'ombre animale, parce que je vais en faire une trilogie. Hein. L'ombre animale, c'est le premier volet. Le deuxième volet sort bientôt. On a déjà une date de sortie, mais on va pas en parler. Et le troisième volet, je vais l'écrire. Et à chaque fois, c'est une femme qui nous parle depuis le lieu de la mort. Dans L'ombre animale, c'était une vieille femme haïtienne dans un village retiré de nulle part. Dans le deuxième volet, là, c'est une Française de 35 ans, blanche, qui a grandi dans un village dans le sud de la France, un village anonyme, et qui est arrivée à Paris à 17 ans, et tout ce qu'elle veut, c'est d'être heureuse, et c'est pas possible. Et donc, c'est tout un mouvement autour de ça, de l'idée du bonheur, d'être heureux, comment on arrive dans la vie, comment on supporte la vie, est-ce qu'on se supporte dans la vie. Mais c'est déjà dans la boîte, hein. Ça te fait un scoop de ouf. C'était La couleur des mots de Mackenzie Orsel, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo, à retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la Fnac, La Claque, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Montage et mixage, Bertrand Chaumeton. Au micro, Alexandre Hérault.